Vous l'avez dit, parce il est comme un. Mais on préférait qu'il soit comme un. Mais s'il est comme un, c'est qu'il n'est pas un. C'est comme les gens disent, moi je m'habille comme ça parce que ça fait jeune. Celui qui dit ça, c'est qu'il n'est pas jeune. Donc là, l'idée, c'est que, bon déjà, le commun des mortels, il est aussi pris dans le monde. C'est-à-dire que nous, on a peut-être le loisir de philosopher, de faire de la chimie, parce qu'on ne se pose pas la question de savoir comment on va travailler, parce qu'on ne se pose pas la question de savoir où on va dormir ce soir, parce que c'est sûr que c'est différent. Il faut aussi être libre d'esprit pour pouvoir faire ça. Et puis, trouver l'alchimie, comme c'est une philosophie et que ce n'est pas de la technique, il faut qu'on sente l'ambiance. Il faut que ce n'est pas des secrets qui sont dits, tu dois faire ça, mais c'est un état dans lequel on doit être. Et comment expliquer à quelqu'un comment se mettre dans un état? C'est pas possible. Par contre, on peut lui mettre des énigmes, on peut lui cacher des choses, et le fait qu'il les cherche va le mettre dans cet état-là, même s'il ne les trouve pas. On s'en fout finalement qu'on trouve le secret de l'énigme. Le plus important, c'est qu'on se soit mis dans cet état. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire un livre d'alchimie, c'est incompréhensible, généralement. Ouais. Pourquoi ? Parce que pour moi, les livres d'alchimie ont comme seul but, pas d'apprendre l'alchimie, mais nous mettre dans l'ambiance, nous mettre dans un état. Si vous lisez ces livres rien qu'avec les symboles, rien qu'avec les histoires, c'est plein de salamandres, c'est plein de dragons, c'est plein de creusets, c'est plein... Rien de faire ça, vous avez les yeux qui brillent. Et ça y est, vous êtes ouvert au monde. Parce que maintenant, quand vous allez vous promener devant Notre-Dame ou devant Saint-Denis ou ailleurs, puis que vous allez revoir les mêmes symboles que vous avez vus dans le livre, vous ne regarderez plus le monument de la même manière. Vous allez dire, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui a voulu me raconter une histoire là. Et qu'est-ce qui va être le plus important? Savoir ce que ça veut dire ou penser à celui qui l'a fait. Imaginez, il y a cette construction des cathédrales, 13e siècle. Ça veut dire 700 ans d'ici. Il y a 700 ans. Il y a un type qui s'est cassé la tête pour mettre une sculpture. Pour qu'un jour, 7 siècles plus tard, il y en a un autre qui passe puis qui fasse « Waouh !» Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il a fait quelque chose, en sachant que personne ne lui dirait jamais merci. Puis il sera mort depuis bien longtemps. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour celui qui allait passer. Vous ne croyez pas que c'est un don de soi, que c'est un altruisme absolu? Ben, c'est ça qu'on doit comprendre. Le type, il a fait beau. Il a fait quelque chose qui a attiré notre regard. Il a fait quelque chose qui nous éveille. Et il attend aucun merci, parce que je vous rappelle que c'est tardivement que les gens signent leurs œuvres. Vous pouvez aller sur toutes les cathédrales, il n'y a pas une statue qui est signée. Hein. Non, Ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a fait pour l'art. Il ne l'a pas fait pour lui, puisqu'on ne sait même pas qui c'est. Ça veut dire qu'il était détenteur d'une connaissance, et il a dit, à travers moi, malgré moi, et sans juger ceux qui regardent, parce que n'importe qui peut le regarder. Alors, si quelqu'un est capable de voir derrière, c'est-à-dire de me sentir derrière, alors j'aurai un sourire et je serai heureux à l'endroit où je suis. Ne croyez pas que c'est l'amour, que c'est cette beauté inconditionnelle? C'est fort, c'est clair. Vous savez, il y a toujours cette histoire-là des trois individus qui sont en train de tailler une pierre sur un chantier. Puis il y a un bourgeois qui passe, et puis il demande au premier, qu'est-ce que tu es en train de faire toi? Il dit, je taille une pierre. Ah bon? Il dit au second, tu fais quoi toi? Il dit, moi je gagne ma vie. Puis il demande au troisième, il dit, mais tu fais quoi toi? Il dit, moi je bâtis une cathédrale. Vous voyez? Pourtant il faisait la même chose, mais il ne faisait pas avec le même esprit. Et peut-être la quête, c'est justement cette quête de l'esprit. C'est pour ça que c'est de l'alchimie au-dessus, et non pas de la chimie en bas. Oui, parce que donc voilà, c'est parce que j'ai un ami chimiste qui vient souvent animer ici des émissions, Alain Benaja, mon salut, et il ne comprenait pas quand je lui ai dit que je voulais venir ici, que vous étiez alchimiste. Il m'a dit, mais la chimie, et il me disait, mais ça n'existe plus, c'était l'ancêtre de la chimie. Il me dit, maintenant qu'on a la chimie, on n'a plus besoin de l'alchimie. Et si, justement, parce que la chimie est merveilleuse, formidable, on fait des produits merveilleux, on découvre des choses incroyables qu'on utilise tous les jours. Sans les chimistes, le monde ne serait pas ce qu'il est, sans les physiciens non plus. Mais l'alchimie n'a rien à voir, c'est ça, où on ne s'est pas compris dès le début, entre cette histoire de chimie et de l'alchimie. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Il se trouve que les produits chimiques qu'ont trouvés les alchimistes, c'est une conséquence. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient autre chose. Et les chimistes imaginent que les alchimistes cherchaient ça. Mais non, pas du tout, c'est autre chose. L'alchimie, c'est une voie... D'ailleurs, on parle de pierre philosophale. On ne parle pas de pierre technique. Donc ça veut dire que la quête est la quête de la philosophie. Le philosophe, c'est l'homme droit. C'est-à-dire celui qui est juste. Et la quête, c'est cette quête de justesse, pas de justice. Hein. La justice dépend de la loi.
Mais la justesse, c'est est-ce que je rassemble? Déjà, si on se posait la question de savoir en quoi ça améliore sa vie, puisque pourquoi faire de l'alchimie après tout, hein, c'est cette notion de, quand on parle de son prochain, mais c'est quoi le prochain? Celui que je vais être? Puisqu'on dit c'est son prochain. Donc ça veut dire qu'on ne juge pas les autres. Parce qu'on comprend la douleur des autres, on comprend la souffrance des autres, on comprend la colère des autres, parce qu'on aurait pu être à leur place. Ça ne veut pas dire qu'on l'excuse, mais ça veut dire qu'on peut le comprendre. Ça veut dire que faire de l'alchimie, c'est aimer le monde. C'est aimer la matière, c'est aimer le minéral, le végétal, l'animal. On ne peut pas faire de l'alchimie si on n'aime pas le monde. On imagine que l'alchimie, il y a un secret. Le plus grand secret de l'alchimie, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est encore pire. C'est énorme. Mais oui, parce que moi, je pensais au début que l'alchimie, il y avait de la pierre philosophale cachée quelque part. Et puis il suffisait de purifier la matière pour trouver les petits bouts de pierre philosophale, puis de les assembler, puis quand je les aurais assemblés, j'aurais une pierre philosophale. Mais non, c'est pas du tout ça. L'alchimiste, lui, va fabriquer une coupe, c'est-à-dire un réceptacle. Et si ce réceptacle est bien fait, alors la lumière qui est à l'extérieur va venir dedans. Ça veut dire que l'homme ne peut faire que la moitié. Et c'est pour ça que dans les contes de fées, ça représente le beau prince charmant. Vous savez, il y a toujours un prince charmant. Toujours un prince charmant. Mais ce prince charmant, il est spécial quand même, parce qu'il est très attachant. Ah, très attachant, il doit attacher quelque chose. Mais c'est aussi, il est très aimant, il aime. Mais celui qui est aimant, c'est celui qui attire. Un aimant, ça attire. D'ailleurs, il est très attirant. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'on fait, nous? On va fabriquer un espèce d'aimant, parce que ce qu'on cherche, c'est cette lumière, finalement. Mais comme on n'est pas capable de l'attraper, parce qu'elle est diffuse, elle est partout, ben on va fabriquer un piège à lumière. C'est ça, la pierre philosophale. C'est aussi le Graal. Le Graal, jusqu'à Chrétien de Troyes, c'était une pierre. C'est-à-dire qu'on dit que c'est une coupe. Et on dit ça, c'est récent, c'est le XIIIe siècle. Avant, on disait que c'était une pierre. Et c'est normal parce que la racine du mot, c'est Galles. À chaque fois qu'on va entendre le mot Galles, ça veut dire pierre. Tous les pays gaéliques, par exemple, c'est les pays de la pierre. Quand vous faites une galerie, faites des trous à l'intérieur de la pierre. Et quand on jette des petits cailloux, c'est des galets. Vous voyez, vous entendez la musique. Puis alors au bout du bout, c'est-à-dire toutes les pierres qui sont dans l'espace, elles tournent autour de quelque chose et c'est une gale axis. L'axe de la pierre, puisque les pierres tournent autour. Donc à chaque fois qu'on aura cette musique-là, gale, donc Graal, qu'on entend à l'intérieur, en plus pour les hébraïsants, c'est la lettre guimel et la lettre gamel. C'est la lettre G, et si vous voyez la lettre G, c'est une spirale. Donc ça veut dire va chercher à l'intérieur. Donc à chaque fois qu'on aura cette lettre et cette musique, il y a un truc à trouver dedans, quoi. Alors Rabelais, il l'a fait quand il fait ses textes, il met ça dedans. Et tous ces personnages, c'est des géants. Géants. Donc on va chercher à l'intérieur. Et ils commencent tous par la lettre G. Grand Gousier, Gargamel, Gargantua. Et évidemment, ils cherchent quelque chose. Et ils cherchent la dive bouteille. Parce que le vin rend divin. Ah, c'est pas le vin qu'ils cherchent, c'est ce qui rend divin. Donc à ce moment-là, ils cherchent la lumière. Et c'est pas lui qui va le trouver, c'est pas eux qui vont le trouver, c'est le fils de Gargantua. Et cette lumière, elle est particulière, elle représente quelque chose de plus. Il y a 4 éléments naturels, le feu, l'air, l'eau et la terre, mais il y a l'esprit qui est au-dessus. Et c'est ça qu'on cherche, cette 5e chose. Et cette 5e chose, c'est la quintessence, puisque c'est la 5e essence. Et cette quintessence, qui est-ce qui la trouve? C'est le fils de Gargantua. Je me souviens, c'est Pantagruel. Pantagruel. Voilà. Et c'est pour ça que c'est lui qui le trouve. Et la lettre G qui était au début, elle passe au milieu, après le 5. Ça veut dire celui qui a trouvé le 5. Donc celui qui a trouvé la quintessence. Et comme par hasard, dans le 5e livre de Rabelais, puisqu'il en a écrit 5, eh bien, dans le chapitre 19, il arrive dans le livre de la quintessence. Donc, c'est marqué. Donc, vous voyez, c'est des clés, c'est des musiques, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout, ça nous rend juste heureux. Et d'ailleurs, ce que Rabelais a marqué, la dernière phrase qu'il met dans son livre, c'est « Vivez joyeux ». Donc tout ce qu'il a expliqué, toutes les histoires, c'est pour nous dire bah, vivez joyeux, arrêtez, faut être fou quand même pour être malheureux, pour se flageller. C'est quand même énorme, c'est énorme. Alors là, on nous dit, bon, il y a pas mal de personnes sur le chat, hein, je vous salue tous parce que il y a Waiso Sérieuse, Rosa Mystica, Jacques Ojac, STV4, Rankil, notre cher Ozzy, Wakiza, Waiso Sérieux, Tsuki38, Lulov Free Future, enfin tous les habitués. Et qu'est-ce qu'on nous dit alors? Encore, tout est dans le jeu de mots, en fait. Alors, oratoire, je sens que je vais être bon en alchimie. Alors, il y en a. Je suis impressionné par ce monsieur que je ne connaissais pas et la beauté de ses mots. Ça, c'est Tsuki38 qui nous dit ça. On nous dit,
bah voilà, il y a des gens qui ont mis directement votre site, qui ont dit allez, voilà, ils ont donné eux-mêmes le lien du site, de votre site, mais ils sont très bien pour ça, ils sont en autosuffisance. Je suis pas là pour ça, hein. Voilà, ils nous disent alors. Je connaissais pas du tout cette dimension jeu de mots et calembour en alchimie. Jeu de mots et calembour, ça va plus loin quand même. Voilà. Ça va plus loin, mon cher. Là, parce que j'ai parlé effectivement que de ça. Mais s'il y a des questions, je dirais, opératives, parce qu'on n'a pas parlé d'opératives, c'est-à-dire comment on fait de l'alchimie. Ouais. Puisque jusqu'à maintenant, ça a l'air d'être seulement une vue de l'esprit, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Mais évidemment, comme ça n'intéresse pas forcément tout le monde, je garde de prime abord la vision poétique, parce que ça peut toucher tout le monde. Et en finalité, même si on travaille d'un point de vue opératif, cette finalité, ça sera celle-là quand même. Je suis aujourd'hui convaincu que la pierre philosophale, elle est dès le début, mais on ne la voit pas. Et qu'on ne peut la voir que quand on la voit. Vous entendez la musique? C'est-à-dire qu'elle est là, la beauté est là, cette pierre, elle est déjà là. Mais on est voilé, on ne peut pas la voir. Il y a quelque chose qui est absolument hallucinant, c'est que dans les textes, après on y croit, on n'y croit pas, je veux dire les textes bibliques, les textes anciens, on nous a quand même soumis un certain nombre de choses. Quand Adam et Ève sont chassés du paradis, encore une fois, que ça soit symbolique, c'est très vraisemblablement symbolique d'ailleurs, quand ils sont chassés du paradis, on dit ils partent nus, quoi. Et on dit ensuite, ils s'habillent de tunique. Parce qu'ils ne peuvent pas être comme ça dans le monde, vous vous rendez compte. Mais c'est pas ce que la traduction originale dit. Elle dit deux choses. La première, elle dit « et ils s'habillèrent de tuniques de peau ». Donc ça veut dire qu'avant, ils n'en avaient pas. Donc le paradis, finalement, c'est quand on n'a pas de corps, quand on est sans doute qui exprime. D'ailleurs, paradis, ça vient de paradès, ça vient de jardin. On est dans le jardin, tout est merveilleux, tout est extraordinaire, puis un jour, on se fait foutre à la porte pour de mauvaises raisons, on pourrait y revenir, mais en tout cas, ce n'est pas des bonnes raisons. Et le vrai texte à l'origine dit « et ils s'habillèrent de tuniques d'aveuglement ». Ça veut dire que finalement, perdre le paradis, c'est d'arrêter de voir. C'est quand vous êtes dans le métro, vous ne regardez plus votre voisin. C'est ça l'enfer. C'est quand vous avez des fleurs à côté de vous, au lieu de vous arrêter pour les regarder, vous les piétinez parce que vous n'avez pas le temps de regarder. L'enfer, c'est pas regarder ses enfants grandir, par exemple. Ça, c'est l'enfer. Parce qu'enfer et enfermé, c'est le même mot. Et la clé, justement, soyons ouverts. Regardons nos voisins. Je regardais en venant dans le métro ici, tout le monde a le nez dans son portable. Mais quand il sonne à votre insu, c'est des insupportables. Mais c'est affreux parce que vous êtes piégés. Vous ne regardez pas l'autre, vous ne regardez pas l'environnement. Vous êtes attirés, vous êtes enfermés. Vous perdez la beauté du monde. Et puis vous regardez surtout ce qu'on vous dit de regarder. C'est pas vous qui décidez de ce qu'il y a dessus. Hein. Donc on se laisse prendre par ça. Et l'idée c'est de s'arracher, d'ailleurs ça demande un vrai effort, de s'arracher, de le mettre de côté et de regarder comme c'est beau autour de vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser de portable, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une avancée technologique merveilleuse, mais ça veut dire que ça peut être un piège aussi. Et que cette véritable notion de se regarder et de regarder les choses, c'est vrai aussi dans le labor, c'est-à-dire dans la matière, c'est-à-dire quand on va vraiment travailler. Pour faire une pierre philosophale, finalement, on appelle ça la matière première. Mais si c'est la matière première, qu'est-ce qu'il y avait avant, puisque c'est la première matière? Donc ça veut dire qu'avant, il y avait la lumière. Donc si j'ai la matière première, il suffit de la gratter, de la râper, et si je la râpe suffisamment, à travers, je vais voir la lumière. C'est ça la pierre philosophale. C'est une matière qui est suffisamment râpée, suffisamment fine, j'oserais dire ténue, vous l'entendez comme vous voulez, une matière ténue, parce que le 1 est nu, regardez comment ça s'écrit, le 1 ça fait ça, et le nu ça se retourne. Donc finalement, comment on va redevenir nu, nous? Et on peut dire que l'alchimiste, finalement, c'est ce qu'il recherche. Il recherche cet état d'enfant, cet état d'émerveillement. Il y a quelque chose qui nous empêche ça, c'est le soufre. Et cette soufre, c'est l'émotion, c'est l'agitation. Donc il va falloir perdre notre agitation pour retrouver notre immobilité. Ça va être vrai dans la matière aussi. C'est-à-dire qu'on va prendre un métal qui est très agité, puis on va lui retirer son agitation. Donc il va se calmer. Mais hop, il se remet à bouger. Pourquoi? Parce que maintenant ce métal, quand il est calme, si moi je tiens mon creuset comme ça, c'est moi qui vais lui transmettre mon agitation. Et quand je vais travailler sur mon creuset, j'aurai l'illusion de travailler sur le métal, mais en vrai c'est sur moi que je vais travailler. Et quand les deux seront apaisés, c'est-à-dire que moi j'aurai vidé toutes mes émotions sans même m'en rendre compte, puisque je vais travailler sur un métal, j'ai l'impression que c'est pas moi. Alors les deux vont s'apaiser. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'une étoile va apparaître dans le creuset. La quintessence va être là. Alors vous voyez, c'est à la fois une opération pratique,
métallique, il y a un creuset, il y a du feu, il y a ce que vous voulez, et philosophique, parce que ça pompe mes propres émotions, et puis ça va me faire travailler sur un truc absolument formidable, qui est l'ego. C'est drôle ce nom, hein, parce que c'est la seule chose qui nous empêche de l'être. Ça s'appelle ego, et pourtant quand on en a, on n'est pas égal. Parce que c'est notre ego qui dit moi je suis meilleur que vous, parce que j'ai pas la même tête, parce que je suis plus intelligent, parce que... Et le but du jeu, ça va être de faire des trous dans l'ego. Et toutes les voies initiatiques n'ont qu'un seul but, c'est de faire des trous dans l'ego. Alors quand vous travaillez sur votre creuset et que ça marche pas, parce qu'il ne faut pas croire que ça va être facile, hein. Si justement c'est facile, c'est pour ça que ça marche pas, parce que nous sommes complexes. Mais c'est très simple. Donc ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ouais, tout ça c'est des conneries, j'ai dépensé mon temps, j'ai dépensé mon argent, ça veut rien dire, je le jette puis je m'en vais. Et puis vous croyez pas qu'un jour ou l'autre, dans une semaine, dans 2 semaines, ça va me revenir en arrière là? Puis je vais dire, aujourd'hui ça va peut-être marcher. Ben, il faut que je tasse un peu mon ego pour faire ça. Ben, si je suis capable de le faire et de recommencer, ben, j'ai réussi à faire des trous dans mon ego. Évidemment, plus je fais des trous dans ma peau, plus la lumière passe. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'est ça, quand on dit aussi persévérer, et c'est drôle, quand on dit aux gens, qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu perçois? Mais celui qui perçoit, c'est celui qui se perçoit. C'est-à-dire qui perd son image, pour justement montrer l'être qui est à l'intérieur. Parce que c'est aussi la quête de l'être. C'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est quand on arrive ici, on apparaît. C'est ce qu'on vous dit, tiens, c'est j'apparais. Puis quand on part d'ici, on disparaît. Donc on fait que paraître. Et la clé, c'est on est quand? Eh bien c'est simple, on peut savoir on est quand. Le contraire de la vie, c'est la mort. Ouais. Mais le contraire de la naissance, c'est quoi? Ah ben il n'y en a pas. Ben si, il y en a un. Parce que le contraire de la naissance, c'est être. Pourquoi? Parce que naître, c'est non-être. Voilà, naître. Et oui, dès que je nais, je ne suis plus. Donc l'idée, c'est je nais une fois, je vis, je meurs, je vis, je meurs, je vis, je meurs. Je retire mes peaux. D'ailleurs, c'est le sens du pèlerinage. Parce que le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Donc celui qui retire ses peaux. Et quand il a retiré toutes ses peaux, eh bien, il n'a plus besoin de naître parce qu'il peut être. C'est très belle démonstration. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, j'en étais sûr, qui sont complètement absorbés. On nous dit, qu'est-ce que l'alchimie des mots, de la poésie spirituelle? Cette notion est difficile à appréhender pour un esprit cartésien. Ça, c'est Jacques Aujac qui nous dit ça. Il a du mal à se laisser aller... Mais ça n'empêche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas de la sémantique. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas trouver le sens des mots en fonction de leurs racines. Et encore, on pourrait faire des choses qui sont assez étranges et assez stupéfiantes. Parce que là, je l'ai fait qu'en français, bien sûr, mais on pourrait le faire dans des tas d'autres langues. On pourrait le faire bien sûr en grec, en hébreu, en latin, en arabe, en chinois. Bien sûr que ça marcherait. D'ailleurs, on pourra donner quelques exemples. D'ailleurs, on pourra donner des exemples, on fera un petit jeu tout à l'heure. Si vous acceptez, vous donnerez vos prénoms, on les marquera, et on vous donnera la signification de vos prénoms, parce que les prénoms ont une signification. Alors vous avez fait une démonstration en off avant que l'émission commence, qui était absolument renversante, je tiens à le préciser, parce que vous avez appuyé, mais alors... On vous a pris pour un agent des renseignements généraux. On s'est dit, il est venu avec des fiches sur chacun. C'est pas possible. Il a tapé juste sur chaque personne sans nous avoir jamais vu. À partir de notre nom et de notre prénom. Et je vous assure que c'était impressionnant. Vraiment impressionnant. Ça veut dire que, donc, il n'y a aucun hasard. Donc, ni dans les mots, ni dans les lettres, ni dans les... Alors, je comprends effectivement la réaction de quelqu'un de cartésien qui va dire, bah non, ça se peut pas, c'est des hasards, c'est de la poésie. Et encore, ça n'empêche pas. Maintenant, on pourrait dire aussi, il y a des musiques dans l'univers. C'est-à-dire qu'il y a des ondes, il y a des vibrations. Et la vibration crée la forme. On peut le démontrer. C'est-à-dire que si vous prenez du sable et que vous le mettez sur une enceinte acoustique, quand vous mettez un son, le sable prend une forme. Mais ça veut dire que si je change de son, le sable prend une autre forme. Donc finalement, la forme, elle n'est pas dans le sable, elle est dans le son. Ça veut dire que c'est la vibration qui a donné la forme. Et si c'était vrai, pas seulement dans le sable, mais dans toute chose. Peut-être moi, j'ai cette tête-là parce que j'ai une onde de moi à l'intérieur. Mais les briques qui nous composent sont les mêmes. Alors pourquoi vous avez cette tête-là et pourquoi moi j'ai cette tête-là? Parce que la chanson qui est dans la musique n'est pas la même. Donc le plan, la vibration, préside à la forme. Et ce qui veut dire que si je change la vibration, je change la forme. On revient aux épées de tout à l'heure, nos épées enchantées de tout à l'heure. Imaginons, quand le forgeron est sur son enclume, l'épée est rouge encore, donc encore molle, puisqu'il est capable de taper dessus. Et vous remarquerez quelque chose de particulier, c'est qu'il ne tape pas directement sur la lame. Il tape d'abord sur l'enclume. Ding! Puis
puis après il tape. Ding, puis après il tape. Et la question c'est, à quoi ça sert? Il y a un son qui va apparaître, et ce son il est pur si l'enclume est juste. Et ce qui va se passer, c'est que le métal est mou. Donc comme le métal est mou et qu'il y a un son, le son va courir dans la lame. Et le son va rectifier la lame, c'est-à-dire il va la rendre droite. Et finalement, le travail du forgeron, ça ne va pas seulement de taper dessus, c'est que le son aille à l'intérieur. Vous ne croyez pas que c'est une épée enchantée? Puisque le son est à l'intérieur. Et c'est tellement vrai, ça marche dans l'autre sens. Aujourd'hui, vous allez voir comment on vérifie les roues des trains. Vous savez, il y a la continuité de l'axe qui est au milieu. Ouais. On sonne, c'est-à-dire qu'on tape. Si ça fait ding, ça veut dire que c'est continu. Si l'axe est cassé et que je tape, ça fait ploc. Parce que le son ne va pas jusqu'au bout. Donc ça veut dire que le son agit bien sur la forme. Il y a, souvenez-vous de Caruso, enfin c'était un chanteur, vous savez quand il chantait les verres explosaient. On peut imaginer un son aussi, je mets un ultrason sur un verre et il explose. Pourquoi? Parce que le verre va s'agiter, il ne va plus être capable de maintenir sa structure. Mais en réalité il n'y a pas que ça, c'est que le verre essaye de suivre la chanson. Mais comme lui il est rigide et pas mou, il ne peut pas. Donc il va se casser. Et si je continuais à mettre du son dessus, eh bien il deviendrait de la poudre. Et si je continuais, cette poudre suivrait la chanson. Donc ça veut dire que le verre suit la chanson. Pourquoi je vous fais cette démonstration-là? Parce que c'est peut-être la même chose pour les mots, pour les noms. Il y a des courants qui courent dans l'univers, des musiques qu'on n'entend pas forcément, mais qui influent peut-être quand même notre comportement. Un exemple, les phénomènes de mode. On dit tiens il se passe ça parce que c'est la mode. Mais pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est la mode. C'est-à-dire que quelqu'un a lancé quelque chose et que tout le monde l'a suivi. Il a lancé une note et tout le monde a chanté avec. Ah, c'est intéressant. Les prénoms, c'est pareil, puisqu'on en parlait. Vous avez remarqué que les prénoms reviennent d'une manière cyclique. Aujourd'hui, on a des prénoms qu'on ne donnait plus il y a 20 ans, parce qu'on disait que c'est des prénoms vieux, alors que ça revient et c'est complètement mode. Un autre exemple, vous avez envie de donner un prénom à votre enfant, et vous imaginez un prénom où il y a un prénom qui passe, et ce prénom, vous dites, tiens, je vais prendre celui-là parce que je ne l'ai jamais entendu, et vous le donnez. Et 10 ans après, vous l'appelez dans la cour de récréation, puis il y en a 20 qui se retournent. Parce que tout le monde a eu la même idée. Mais elle vient d'où cette idée-là? Peut-être que quelqu'un a entendu cette musique sans s'en rendre compte et que tout le monde a été amené et on l'a traduit en prénom. Donc, il y a les deux hypothèses. La première hypothèse qui dit qu'il y a bien des structures d'information, et c'est pas parce qu'on les entend pas qu'elles n'existent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est complètement romantique, qui dit c'est l'inspiration. Ça veut dire, tirez ou rien entre parenthèses, ça veut dire que les dieux soufflent et l'homme est inspiré. C'est-à-dire que par le souffle, il y a de l'information qui passe, et passant par ce souffle-là, on le traduit d'une manière ou d'une autre. Et puis la version encore plus mystique, Dieu est derrière tout ça, et c'est lui qui s'est arrangé pour que ça colle. Mais j'ai pas de réponse à ça. Et à la limite, c'est aussi de la poésie, et c'est juste le fait de se faire plaisir. Mais c'est beaucoup plus important que ça, parce que toutes les marques qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait décrypter, sortir de la crypte une vraie marque, une marque d'affaires, et on s'apercevrait que ça fonctionne. Et puis il y en a qui l'ont fait exprès. On parlait de l'alchimie. L'alchimie, c'est trouver la lumière. Hein, on a dit tout à l'heure, j'ai parlé de l'eau qui la contient, l'eau qui est dans l'air. Et puis, la lumière, c'est le roi, on l'a vu. Mais le roi en vieux français, c'est réal. Hein, c'est, on dit, réaliser quelque chose, ça c'est plus la déesse de la terre, mais c'est quand on dit Montréal, par exemple, au Canada, au Québec, c'est le Mont-Royal. D'ailleurs, il y a un endroit qui s'appelle Mont-Royal là-bas. Donc, il y a une marque d'affaires qui fait des produits cosmétiques et qui s'appelle L'Oréal. Vous croyez que c'est un hasard? Et c'est quoi leur truc? Ils font des produits qui rendent beaux, qui rendent lumineux. C'est exactement fait pour. C'est-à-dire, alors est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas? Mais ils ont insisté quand même, parce que l'eau, ils l'ont mis en gros. Donc c'est comme si c'était une eau qui contenait la lumière, une eau royale. Et quand on se la mettait, on devenait comme le roi. Mais j'arrive pas à croire qu'il ne l'ait pas fait exprès. Ah, c'est énorme, c'est énorme, oui. Oui, non, mais, en plus, ces gens-là, ils ont pu avoir accès à ça. Il y a bien accès. Pourquoi il n'y aurait pas accès? Mais tout. Je veux dire, j'ai travaillé un peu sur les marques, justement, pour voir comment ça fonctionnait. Vous prenez Nike, par exemple, les chaussures. Nike. C'est la victoire en Grèce. C'est la déesse de la victoire en courant, en Grèce. Donc ils ont pris un dieu de la victoire en courant pour faire des chaussures. Et ils l'ont appelé Nike. En réalité, son vrai nom de la déesse, c'est Nike. Mais on ne peut pas l'appeler comme ça. Donc, ils ont gardé l'accent. Et c'est le symbole de la marque. Donc, ça veut dire qu'ils ont cumulé les deux. Là, vous avez au Japon un temple, il y a 1000 déesses. Et il y en a 999 qui sont imparfaites. Et il y en a une qui est parfaite. Elle s'appelle Kannon.
Bah, faire un appareil photo qui s'appelle Canon, la déesse parfaite. Forcément, ça marche. Adidas, les chaussures, même si c'est le nom de quelqu'un, mais si on prend la musique, Adi c'est serviteur, Das la source, le serviteur de la source. Et pour servir la source, c'est-à-dire là où est la lumière, il faut faire 3 passages. On l'a vu, il y a 3 bandes dessus. Tiens, est-ce que c'est un hasard? J'en sais rien, mais en tout cas, ça colle drôlement bien. Alors ça marche aussi avec les couleurs et les formes géométriques, parce que chaque couleur et chaque forme géométrique veut dire quelque chose. Donc si j'associe les couleurs et les formes géométriques et la langue des oiseaux, on fait un logo tout de suite. Mais le logo, c'est le logos. Et le logos, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire la parole magique. Et un bon logo, c'est, vous le regardez en 5 secondes, ça y est, vous savez ce que ça vend, vous avez envie de l'acheter. C'est un vrai acte magique, c'est pas seulement un dessin. Donc à partir de ce moment-là, on est capable de fabriquer des logos qui marchent et comprendre pourquoi ceux qui ne marchent pas. Par exemple, l'étoile à 5 branches qu'on voit, le pentagramme, c'est la force. Regardez combien il y en a sur les drapeaux des étoiles à 5 branches. Ouais. Et quand c'est rouge, c'est encore plus fort. Donc des étoiles à 5 branches rouges, ça va être la force, ça va être la guerre, ça va être bon. Les Américains, ils décident de faire le ministère de la guerre. C'est un pentagone. Faut faire exprès quand même. Ouais. Prendre à 5 branches. Que font les Russes en face? L'étoile rouge. Tiens, c'est bizarre, non? Ils auraient pu choisir 12 millions d'autres trucs. Les Américains, ils ont plein d'étoiles rouges sur leur drapeau. Plein d'étoiles, pardon, pas rouges sur leur drapeau. Donc c'est la force. Que fait l'Europe? Des étoiles. On aurait pu mettre des points, des trucs. Non, on met la même chose. Quand Vauban, il fait des forteresses, c'est étoiles à 5 branches. Donc, j'arrive pas à croire que tout ça, ça soit fait par hasard. C'est assez incroyable. Ouais. C'est tout ce... Moi aussi, je pense que les gens ne peuvent pas avoir établi ça comme ça à la volée sur un coin de table en disant bah non, alors que tout colle trop bien. Oui, et puis ça colle dans plein d'autres cultures aussi. C'est pas seulement cette culture-là, culture occidentale ou autre. Après, il y a d'autres références symboliques. Mais je veux dire, ça marche partout et tout le temps. Au bout d'un moment, on se dit... Vraiment assez incroyable. On va faire une petite pause, hein, puisque je vois qu'il est 10h, c'est l'heure de la pause. Vous revenez après avec vos questions, parce que je sais que voilà, ça commence, il y en a certains, on va revenir, on posera les questions au retour, vous pouvez les préparer. On se fait une petite pause et on revient juste après pour ce voyage alchimique avec Patrick Buren-Stenas sur la libre antenne. À vous la régie. De retour donc après cette petite pause musicale, toujours sur la libre antenne avec Patrick Buren-Stenas, toujours donc pour ce voyage alchimique. Donc c'est là, vous nous avez fait voyager déjà dans cette première partie avec ce langage des oiseaux. Et beaucoup de gens nous disent mais est-ce que vous pouvez nous interpréter Méta TV? Comment ça inspire Méta TV? Ah ben on pourrait. Déjà il faut savoir que chaque lettre a un sens. Donc si je regarde la première, c'est le M. Et vous voyez la forme de M, c'est la mer, la création. Donc on voit déjà qu'on veut déjà créer quelque chose. Derrière, on a le monde. La lettre E. On voit c'est matériel, spirituel, divin que relie l'unité. Ou alors tout ce qui est autour de nous, c'est minéral, végétal, animal. Donc à chaque fois qu'on aura cette lettre, c'est le monde. Ensuite, on a le T qui est la terre. Donc quelque chose de solide. Et après, on a le A qui est la règle. Donc si je lis ça, ça veut dire que je vais créer dans le monde quelque chose de solide en changeant les règles. Donc, c'est incroyable. Donc voilà, c'est une manière de voir le monde autrement. Mais ce qui est intéressant, c'est le T qui est au milieu, c'est qu'on veut qu'il y ait quelque chose qui soit réalisé, quoi. C'est pas seulement dans l'esprit, c'est pas seulement philosophique. Là, on veut vraiment que ça soit quelque chose de concret. Et quand on dit concret, c'est quelque chose qu'on crée. Donc c'est vraiment cette notion, on dit, bah, si vous regardez cette télé, vous verrez le monde autrement, puis vous pourrez changer les choses. Bah, là franchement, c'est incroyable, on va découper juste le passage, je crois. Non mais c'est extraordinaire cette signification des choses, ce langage des oiseaux, la pertinence à chaque fois du sens. Moi c'est quelque chose qui m'émeut presque. Oui, ça m'étonne toujours autant que vous. Hein. À chaque fois que je vois ça, c'est toujours à chaque fois une surprise en se disant, bah oui, mais ça colle, quoi. Parce que nous, quand on a choisi le nom, voilà, l'historique du nom, au départ, c'était un nom provisoire. Et puis au fur et à mesure, on se disait, mais non, mais on l'aime bien, ce nom provisoire. Et un jour, par hasard, il y a quelqu'un qui nous a lu la définition du mot grec méta, oui. Et on s'est dit, mais maintenant, il faut qu'on garde, ça correspond. Mais là, vous venez de donner une définition alchimique qui correspond à 500% à ce qu'on a voulu faire. Mais vraiment, c'est quand même assez incroyable. Et on était attirés par ce nom-là. Tout le monde était unanime. C'est-à-dire qu'il y a eu
il y a eu un revote et tout le monde a revoté, même ceux qui n'étaient pas d'accord au départ, Oui. ont voulu garder le nom. C'est quand même extraordinaire. Bah, vous avez bien fait, puisque... C'est comme ça que ça correspond aux choses. Alors moi je suis assez fasciné alors par quelque chose, parce que quand j'entends par exemple la matière, alors maintenant j'entends aussi dans mon esprit la matière de l'âme. Il y a une âme dans la matière, alors Ah, bah, c'est ce qu'on dit. Alors après, bon, ça nous met... Mais une âme, ouais, enfin, Oui, pour l'alchimie, tout est vivant. voilà. Ça veut dire que l'âme, c'est quelque chose de particulier pour les alchimistes. C'est un réservoir de soufre. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de vider son âme, finalement. De vider son agitation. Si je reprends, je vous ai parlé de 3 principes alchimiques, le sel, le soufre et le mercure. Si je reprends l'histoire de la bulle dans laquelle on est enfermé, la matière, elle est à l'intérieur de la bulle. La lumière, elle est à l'extérieur de la bulle, et ça ne rentre pas l'un dans l'autre parce qu'il y a une peau autour. Ben, la peau, justement, c'est l'âme. L'être, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est la lumière. Le corps, c'est ce qui est à l'intérieur. Et ce qui empêche qu'il y ait un qui passe à travers l'autre et qu'il fasse disparaître, finalement, c'est l'âme. Pour vous donner un autre exemple, et vous allez voir que c'est intéressant, parce que ça va montrer qu'il n'y a qu'un seul être, même si nous on est multiples, qu'il y a plein de corps et plein d'âmes. Imaginez un photophore, c'est-à-dire qu'il y a une bougie avec des plaques de verre autour. Imaginez que les plaques de verre soient sales. Ça, c'est nous, ça. La plaque de verre, c'est le corps. Ce qui salit le corps, c'est l'âme. Et la lumière, c'est l'être. Et vous remarquez qu'il y a plein de plaques de verre, mais qu'il n'y a qu'une seule lumière. Et moi, si je vois la lumière qui passe à travers vous, je dis, quelle lumière vous avez? En réalité, non, c'est pas la vôtre, c'est celle qui passe à travers. On peut dire qu'on est un obstacle à la lumière. Et plus l'âme est sale, plus on est un obstacle. Et bien, le but du jeu, c'est de nettoyer la vitre. Si je nettoie la plaque de verre, la lumière va passer de plus en plus. Et puis si je retire vraiment complètement, la plaque sera tellement transparente qu'elle va disparaître. D'ailleurs, transparent, c'est intéressant comme mot, parce que c'est celui qui traverse les apparences. Mais c'est celui qui n'a plus besoin de ses parents non plus. Et ses parents, on les entend comme on veut. Ça dépend le rapport que vous avez avec les vôtres, parce que ses parents, c'est aussi ses parents. C'est-à-dire, c'est ce qui nous sépare. Et peut-être que le but du jeu, c'est de rassembler justement ce qui est épars pour retrouver cette unité. Alors le but de chaque chose dans notre univers, c'est de perdre son agitation pour retrouver l'immobilité. On peut dire que la création, c'est l'agitation de l'immobile. Pour le croyant, on dira Dieu est immobile parce qu'il vaut 1, et on peut bouger que si on vaut 2, parce que le mouvement est toujours relatif, donc celui qui vaut 1 est toujours immobile. Et dans ce 1, pour une raison qu'on ignore, il y a quelque chose qui s'agite, qui se met en mouvement. Et c'est ça qui crée la bulle au début. Et dès l'instant qu'il y a mouvement et qu'il y a bulle, il y a différence. C'est-à-dire ce qui est à l'extérieur ne peut plus s'appeler unité, puisque l'unité c'était quand tout était pareil. Maintenant il y a quelque chose de différent. Donc tout ce qui est à l'extérieur c'est ce qu'on appelle la lumière, et tout ce qui est à l'intérieur c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Et vous remarquerez qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'on dit il sépara la lumière des ténèbres. Et que la lumière vaut toujours 1, et que les ténèbres, elles, sont multiples. Et on s'aperçoit que tout naît de l'agitation, du mouvement. Donc ça veut dire que si on arrête l'agitation, on retrouve l'unité. Donc si on vide son âme, on retrouve l'unité. Et chaque chose a une âme, chaque chose a une agitation. Et si je retire son agitation, eh ben, je vais retrouver la matière première, c'est-à-dire la première brique de la matière, et je pourrais passer à travers. Et c'est ça un peu notre quête, c'est d'apaiser l'univers. C'est dit par exemple, puisqu'on a fait la langue des oiseaux, on pourrait le faire en hébreu par exemple, le nom d'Adam, le premier nom de l'homme, ça commence par la première lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le Aleph, qui ressemble à un X. Et cette lettre veut dire le mince filet de lumière. C'est-à-dire la première chose qui a percé la bulle. Et derrière Dam, ça veut dire la terre ou le sang. Donc Adam, ça veut dire le sang de Dieu. Et le sang, c'est les mots, et les mots, l'émotion. Donc Adam, ça veut dire l'émotion de Dieu. Et bien je veux retrouver le Aleph, il faut perdre le Dam. Perds tes émotions, et tu retrouveras l'unité. Le mode d'emploi était dans le premier nom. Donc dès le début, on nous a dit perds ton agitation, et puis tout ira bien. Et notre quête, elle est là. Et c'est ça l'histoire de l'âme. L'âme n'est qu'un réservoir d'agitation. Et c'est pour ça qu'on passe notre temps ici à éliminer notre agitation par nos actions, mais on peut en reprendre aussi. Et le but du jeu, c'est que ça soit complètement vide. Et quand c'est vide, à ce moment-là, il n'y a plus d'obstacle entre la lumière et les ténèbres. Et à ce moment-là, la lumière pénètre dans les ténèbres et la création est terminée. D'accord, mais c'est fou parce qu'en plus, il parlait d'ouvrir la matière, c'est ça? Ah oui. On ouvre la matière. Bien sûr. Quand vous avez un secret, vous le percez, non?
Eh ben oui, on dit pas, quand vous avez un regard perçant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre regard fait des trous. Ça veut dire qu'il voit au-delà des apparences. Et d'ailleurs, dans toutes les voies initiatiques, à un moment, il y aura une mort apparente. Presque une mort. Et la mort, c'est être immobile, silencieux et aligné. Et on doit comprendre la mort des apparences. Alors évidemment, quand j'ai cette mort des apparences, on va me voir tel que je suis, être. Et ça ne plaît pas forcément. Et donc, parce que nous, on vit ici dans un monde d'images. Et souvent, c'est l'image d'un qui aime l'image de l'autre. Et l'idée, c'est d'être comme on est. Mais c'est pas facile. Alors le maître, il va avoir la même chose, parce qu'il va s'ouvrir, il va laisser passer la lumière, mais plus il laisse passer la lumière, c'est comme une lampe un peu. C'est-à-dire que plus elle éclaire, moins on voit la lampe. Forcément. Alors à un moment, il va dire, ouais, non, mais attends, c'est moi qui l'ai fait, pourquoi je vais juste laisser passer ça? Alors à ce moment-là, il se referme. Et il éclaire plus, il brille. Et là, c'est plus pareil. Parce que pour briller, déjà, il faut être bien poli, forcément, et on brille qu'à travers le regard des autres. Donc on va chercher le regard des autres, et là, ça va flatter notre ego. Mais le vrai maître, c'est celui qui est transparent, c'est-à-dire qui laisse passer la lumière sans résistance. Et d'ailleurs, on demandait à un vieux maître, un grand maître, on disait, oh, grand maître, vous nous apportez la lumière. Il disait, non, je suis un obstacle. Et il avait raison. C'est-à-dire que tant qu'on est là, tant qu'on est matière, eh ben, on reste un obstacle. À nous d'être le plus ouvert possible. D'ailleurs, c'est intéressant ce terme, vous l'avez dit. Hein, ouvert, ici, hein, ça nous ouvre l'esprit. Il faut être ouvert, mais il faut ouvrir quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, être ouvert? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fermé? Et ça veut dire que cette ouverture, c'est quoi? Ça veut dire que je comprends les choses, ça veut dire que je suis plus intelligent, ça veut dire que je suis plus tolérant. Non, ça veut dire que je perçois mieux. Ça passe pas par l'interprétation, l'ouverture. L'ouverture, c'est vraiment le cœur qui se manifeste, et pas la tête. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser la tête, mais c'est la différence entre l'amour et la réflexion qu'on va avoir. Et ces deux sont dans des temps différents. L'amour, il est dans le moment présent. La réflexion, l'intelligence, elle est dans le moment qui passe. Par exemple, il y a quelqu'un qui tombe à côté de vous. Deux solutions. La première, vous vous précipitez pour le ramasser, c'est le cœur. La deuxième, vous précipitez, vous dites, oh là là, je vais avoir des embêtements, ça c'est la tête. Vous voyez, il y en a un qui est instantané, et puis l'autre, il prémédite. C'est-à-dire qu'il ne médite pas, puisqu'il prémédite. Donc, et l'idée, on le sent bien, et c'est pour ça que nous-mêmes, nous allons sentir quand on est en état de tête ou en état de cœur. Est-ce que je suis instantané? C'est-à-dire, est-ce que c'est cette beauté et ce bonheur d'un coup, ou alors c'est ce qu'il faut que je prémédite? Et c'est ça aussi qu'on nous dit dans les textes, c'est quand on a été chassé du paradis, c'est parce qu'on a mangé le fruit de la connaissance. Mais à l'origine, il y avait le fruit, l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est « je suis heureux tout le temps, quoi que je fasse ». Et l'arbre de la connaissance, maintenant, pour être heureux, il faut que j'ai des raisons. C'est pour ça que je suis chassé du paradis. Alors qu'avant, je ne me posais pas de questions, j'étais heureux tout le temps. Et la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que je connais qu'il y a du bien et qu'il y a du mal. Alors qu'avant, il n'y a ni bien ni mal, puisque tout est un. Et l'idée, c'est de revenir ça. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est s'il nous faut des raisons pour être heureux, on n'est jamais heureux. Mais si on est heureux sans raison, on est toujours heureux. Parce qu'on est toujours à sa place. Et elle est là, cette quête. C'est très philosophique. Pierre philosophale, pas pierre technique. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une philosophie. Et alors, elle a influencé, parce que moi, là, dans ce que j'entends, j'ai presque envie de faire le rapport avec les philosophies des Amérindiens qui voyaient une âme dans toute chose. C'est un rapport ou pas? Oui, bien sûr, mais j'aime pas ce terme, hein, c'est nouveau, parce que Amérindien avant... Alors oui, je dis Amérindien. Non, mais je vous en veux pas, vous allez voir pourquoi, parce que c'est des Amérindiens. Donc, on voit que peut-être aujourd'hui ils sont amers, parce que finalement les Américains disent les Indiens c'est merveilleux, c'est formidable, mais c'est quand même eux qui les ont tués quasiment jusqu'au bout. En gros, ils ont fait des réserves, et puis ceux qui n'étaient pas morts, ils les ont mis dans un zoo. C'est un peu ça quand même. Et aujourd'hui, maintenant, c'est de la dernière mode d'aller parler avec les Indiens, d'aller faire des sweet lodge, d'aller faire des trucs comme ça. Mais ils ont été les premiers à les foutre à la porte pour prendre leur terre. Amérindiens. Donc, ces Indiens, ou quand on parle de chamans aussi, qui sont jamais que des sorciers des steppes, hein, ça veut dire qu'on en a partout, des magiciens, des chamans et autres, c'est de l'animisme, c'est-à-dire que tout a une âme, tout a un esprit, et donc ça veut dire que quand on fait quelque chose, comme ça a un esprit, ça a une intelligence, on doit vivre en bonne intelligence. Et c'est l'avantage qu'ils ont sur nous, c'est que s'ils veulent couper un arbre, par exemple, il faut qu'ils demandent à l'arbre, parce qu'ils considèrent qu'il y a une intelligence dedans. S'ils veulent tuer un animal pour le manger, eh bien, il faut qu'il demande à l'animal, il faut que l'animal il soit d'accord. Et il peut être d'accord, l'animal. Parce que quand on a parlé de l'âme tout à l'heure, c'est-à-dire du soufre qu'on a à l'intérieur de nous, on passe toute notre vie à essayer de l'éliminer, à l'éliminer.
Mais il y a une manière formidable pour l'éliminer, c'est-à-dire au lieu de le faire soi-même, on le refile à quelqu'un d'autre. On appelle ça la culpabilité. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas faire quelque chose, ben, je vais vous le recoller à vous. Et si vous ne le faites pas, je vais dire c'est votre faute. Donc, à partir de ce moment-là, la souffrance que j'avais, c'est vous qui allez l'avoir et ce sera à vous de vous débrouiller avec ça.